Nous vivons à l'époque la plus obsédée par l'anti-âge de toute l'histoire. Jamais on n'a vendu autant de crèmes, de compléments ou de traitements. Le marché mondial de l'anti-vieillissement dépasse les 60 milliards de dollars par an. Et en même temps, de façon presque religieuse, au cours des 4 dernières décennies, nous avons systématiquement évité l'outil anti-âge le plus ancien, le plus sophistiqué et le plus gratuit qui existe, le soleil. Ils vous ont dit que ça vieillissait votre peau, ils vous ont vendu la peur. Avec des indices de protection solaire, SPF, de plus en plus élevés, 8, 15, 30, 50, 100, comme si le chiffre le plus élevé était synonyme de meilleure santé. Et vous les avez crus, à juste titre, parce que cela venait de médecins, parce que cela venait de campagnes de santé publique et parce que tout le monde le répétait. Mais le problème, c'est que la biologie raconte une histoire bien différente à ce sujet. Et cette histoire commence par une question que personne ne vous a jamais posée auparavant. Et si ce que vous ressentez lors de cette journée à la plage, ce n'est donc pas du repos? Et si c'était en fait du fret? Et si le soleil n'était pas une menace à gérer, mais un médicament que vous évitez depuis des décennies? Et si l'éviter était précisément cela? C'est l'une des raisons pour lesquelles ta peau, tes cellules et ta biologie vieillissent plus vite qu'elles ne le devraient. C'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te dire d'ignorer le soleil, mais je ne vais pas non plus te dire d'en abuser. Ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de t'apprendre à le lire. Parce qu'il y a une énorme différence entre se brûler et se recharger. Et cette différence, c'est la physique qui la connaît, pas le marketing, qui a pourtant guidé une grande partie des décisions sur la façon dont ta relation avec le soleil devait être ces dernières années. Mais pour comprendre tout cela, tu dois d'abord savoir quelque chose que probablement personne ne t'a expliqué. Ta peau n'est pas un bouclier, c'est une antenne. Et le soleil n'est pas une seule chose, c'est un spectre. Et chaque bande de ce spectre fait quelque chose de différent dans ton corps, quelque chose de très différent. Quand tu penses au soleil, tu penses probablement à la chaleur, à la lumière, au bronzage, mais le soleil n'est pas une seule chose. Le soleil, comme je te le dis, c'est une immense bande de rayonnement électromagnétique qui va des fréquences que tu ne peux pas voir jusqu'à celles que tu ressens comme de la chaleur sur la peau. Et dans ce spectre, il y a 3 bandes qui t'affectent directement. 3 bandes avec 3 fonctions complètement différentes. Et pour que tu puisses comprendre, imagine que tu tends une corde et que tu la fais vibrer. Si tu la bouges lentement, les ondes sont grandes et lentes, mais si tu la bouges rapidement, les ondes sont petites et rapides. Et c'est ce qu'on appelle la fréquence. Combien de fois par seconde quelque chose vibre? Eh bien, maintenant, oublie la corde et pense au son. Le son est aussi une vibration, et tu sais parfaitement que des fréquences différentes produisent des effets différents. Une note grave et une note aiguë ne sonnent pas pareilles parce qu'elles vibrent à des vitesses différentes. Personne ne te demande pourquoi le do grave sonne différemment du do aigu. Tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que tu l'entends? Eh bien, avec la lumière, c'est exactement la même chose. Et ce que nous appelons les couleurs, en réalité, ce sont des fréquences de vibration différentes, tout comme les notes de musique. Le rouge vibre lentement, comme une note grave, et le violet vibre rapidement, comme une note aiguë. Et ce ne sont pas des choses différentes, c'est la même chose à des vitesses différentes. La différence, c'est qu'au lieu de les entendre, tu les vois. Et la lumière a une propriété que la corde n'a pas. La vibration de la lumière n'a besoin d'aucun support pour se déplacer. Elle n'a pas besoin d'air, ni de câbles, ni d'eau. Elle se propage seule à travers le vide.
La chaleur que tu ressens en ouvrant le four arrive jusqu'à toi sans rien toucher et le signal de ton Wi-Fi traverse les murs sans aucun conducteur. Et la lumière du soleil parcourt 150 millions de kilomètres à travers le vide de l'espace avant d'atteindre ta peau. Ce type de vibration qui voyage seul s'appelle le rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire, la chaleur du four qui t'atteint sans rien toucher est un rayonnement électromagnétique. Et les radiations ne signifient pas danger. Cela signifie simplement que quelque chose se propage à partir d'une source, comme les cercles qui se forment lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, mais dans ce cas, sans avoir besoin d'eau. Le signal Wi-Fi est également un rayonnement électromagnétique. Et la lumière du soleil aussi. Alors, le soleil n'émet pas une seule fréquence, il en émet des milliers, allant de vibrations si lentes que tu ne peux ni les voir ni les sentir directement, jusqu'à des vibrations si rapides que tu ne les vois pas non plus, mais qui te brûlent la peau. Toutes ces fréquences réunies, classées de la plus basse à la plus élevée, forment ce qu'on appelle le spectre complet. Du soleil. Et dans ce spectre, il y a 3 bandes qui t'affectent directement. Et les confondre est l'erreur qui a coûté des décennies de biologie mal gérée à des populations entières. Mais procédons par étapes. Je t'ai dit qu'à l'intérieur du spectre de rayonnement électromagnétique du Soleil, il y a 3 bandes qui t'affectent directement. Passons-les en revue. La première bande est l'ultraviolet, ce que certains appellent l'usine à vitamine D. Le spectre ultraviolet atteint ta peau, divisé en 3 bandes. L'ultraviolet A, qui est celui à la plus grande longueur d'onde et qui pénètre le plus profondément. C'est celui qui mobilise l'oxyde nitrique dont je vais te parler dans un instant. Ensuite, il y a l'ultraviolet C, qui a une longueur d'onde plus courte et est le plus énergétique, mais celui-là n'arrive pas jusqu'à nous car l'atmosphère l'absorbe avant. Et enfin, l'ultraviolet B, qui se situe entre les deux. C'est celui qui fait quelque chose qu'aucun complément ne peut reproduire. Les ondes qui vibrent très rapidement sont courtes, car il y a peu d'espace entre un sommet et le suivant. Et celles qui vibrent lentement sont longues parce que cet espace s'étire. Et plus l'onde est courte, plus elle transporte d'énergie. L'ultraviolet B se trouve dans la zone à haute énergie du spectre. Et c'est précisément cette énergie dont votre peau a besoin pour déclencher la suite. Quand les ultraviolets voient toucher votre peau, convertissez une molécule présente dans le derme, l'hydrocholestérol à 7%, en prévitamine D3. Le foie et les reins la transforment ensuite en vitamine D active. Et c'est tout pour le moment. Vous avez probablement déjà entendu tout cela. Mais ce qu'ils ne vous ont probablement pas dit, c'est l'ampleur de ce que cette vitamine régule une fois qu'elle est active dans votre organisme. Car il ne s'agit pas seulement de calcium, ni seulement d'eau. On parle de plus de 2000 gènes. 2000. La vitamine D active est l'un des régulateurs génétiques les plus puissants que nous connaissions. Et elle présente, là encore, 3 effets documentés qui nous intéressent directement. Tu vois, elle a un effet anti-inflammatoire documenté, elle a un effet immunomodulateur et elle a un effet neuroprotecteur. Et maintenant, nous allons entrer dans le détail des 3. Anti-inflammatoire signifie qu'elle freine le processus par lequel ton corps attaque ses propres tissus alors qu'il n'y a pas de véritable ennemi. Pense à l'inflammation chronique silencieuse, celle qui ne fait pas mal mais qui est bien présente, et qui est le dénominateur commun de presque toutes les maladies dégénératives. Eh bien, il se trouve que la vitamine D la régule. Immunomodulateur, cela signifie qu'elle n'active ou ne désactive pas simplement ton système immunitaire, mais qu'elle le calibre, l'augmente lorsqu'il y a une menace réelle et le freine. Quand tu commences à tirer sur ce que tu ne devrais pas, c'est la différence entre un système immunitaire qui fonctionne bien et un qui fonctionne trop ou pas assez. Et troisièmement, neuroprotecteur.
Cela signifie qu'il protège les neurones des dommages, ralentit leur dégénérescence et maintient dans des conditions optimales l'environnement dans lequel ils fonctionnent. Et ce n'est pas un effet mineur, parce qu'en plus, il existe des récepteurs de la vitamine D dans pratiquement tous les tissus nerveux du corps, y compris le cerveau. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'il existe des études publiées dans des revues de dermatologie, évaluées par des pairs, qui démontrent que des niveaux adéquats de vitamine D augmentent la synthèse de collagène et améliorent la réparation de l'ADN cellulaire et réduisent le stress oxydatif dans la peau. C'est-à-dire que la vitamine D ne fait pas que prévenir les maladies, elle freine activement le vieillissement cutané de l'intérieur. Et ici, je vais te partager un détail crucial que presque personne ne connaît. Le soleil de midi, celui du milieu de la journée, celui que tu crains le plus, c'est précisément celui qui produit le plus d'ultraviolet B et, par conséquent, celui qui produit le plus de vitamine D. Et voici une indication importante. L'ultraviolet B n'atteint ta peau en quantité suffisante que lorsque le soleil est à plus de 45 degrés au-dessus de l'horizon. Cela, dans les latitudes moyennes, en Espagne, au Mexique, en Argentine centrale, se produit environ entre 10 heures du matin et 15 heures en été. Et en dehors de cette plage horaire, l'atmosphère filtre presque complètement les ultraviolets B. C'est-à-dire que tu peux passer des heures au soleil en octobre à 8 heures du matin et ne pratiquement rien synthétiser de vitamine D. Mais ce n'est pas tout. Les ultraviolets font quelque chose de plus, quelque chose que la science a découvert il y a environ une décennie et qui change complètement l'argument. Le docteur Richard Weller, qui est professeur de dermatologie médicale et aussi chercheur à l'Université d'Édimbourg et qui travaille depuis 20 ans, a étudié ce que le soleil fait à la peau au-delà de la vitamine D, a découvert quelque chose qui a surpris toute la communauté scientifique. L'oxyde nitrique. C'est une molécule que tu as stockée dans le derme et dont la fonction est de détendre les parois des vaisseaux sanguins, de dilater les artères et de réduire la pression artérielle. Et ce qui sent comme un bouclier, ce qu'il a découvert, c'est que lorsque les rayons ultraviolets A touchent ta peau, ils mobilisent cette molécule du derme vers la circulation sanguine. Autrement dit, le soleil active directement un mécanisme cardiovasculaire complet sans passer par la vitamine D et sans avoir besoin d'aucun intermédiaire. Et cette découverte, il l'a publiée en juillet 2014 avec son groupe de recherche dans le Journal of Investigative Dermatology. Et peu de temps après, il a reproduit cela dans des études avec des volontaires humains, en collaboration avec l'Université de Southampton. Et en août 2024, son groupe a publié une analyse du UK Biobank portant sur près de 377 000 personnes. Cette étude approfondie, menée avec rigueur et suivie pendant plus de 12 longues années, qui, faites bien attention, a finalement trouvé et vérifié de manière scientifique exactement le contraire de ce que la dermatologie officielle nous répète sans cesse depuis de nombreuses décennies. Plus l'exposition directe aux rayons du soleil est grande, plus le taux de mortalité globale est faible. Et plus la mortalité toutes causes confondues se trouve être significativement réduite pour l'ensemble des participants. Moindre mortalité cardiovasculaire et moindre mortalité par cancer. Les chiffres exacts des résultats étaient, chez les participants ayant la plus grande exposition au soleil, par rapport à ceux ayant la plus faible exposition, réduction de 14% de la mortalité toutes causes confondues, réduction de 19% de la mortalité cardiovasculaire et réduction de 14% de la mortalité par cancer. Et ici, il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Ces effets sur la mortalité cardiovasculaire ne s'expliquent pas par la vitamine D. Nous le savons parce que les essais de supplémentation en vitamine D orale n'obtiennent pas les mêmes résultats, et cela a été testé. Les études ont été réalisées. Et donner de la vitamine D en gélule ne réduit pas la mortalité cardiovasculaire. De même, il s'ensuit que le mécanisme à l'œuvre, ici,
est différent. Il s'agit de l'oxyde nitrique, du signal électromagnétique direct sur les tissus et des voies biologiques que le Soleil active en parallèle et qu'aucune capsule ne peut activer. Se moquer, cela ne signifie pas que les suppléments de vitamine D sont inutiles, mais les prendre en croyant qu'ils remplacent la lumière du Soleil, c'est ne recevoir qu'une partie du message et la confondre avec le message entier. Et c'est une erreur. Passons maintenant à la deuxième bande. Le proche infrarouge, c'est le chargeur dont personne ne vous a parlé. C'est probablement la partie du spectre solaire dont tu as le moins entendu parler et celle qui a les implications les plus directes sur le vieillissement. Le proche infrarouge, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas comme une chaleur intense et il est dans la plage comprise entre 700 et 1400 nanomètres, juste au-dessus du rouge visible. Il fait quelque chose qu'aucune autre bande du spectre ne fait, il pénètre sous ta peau. La littérature scientifique rapporte des valeurs allant de 2 cm jusqu'à 5 ou plus, selon la longueur d'onde exacte et le type de tissu, c'est-à-dire suffisant pour atteindre le derme profond, suffisant pour atteindre le fascia et suffisant pour atteindre ton tissu musculaire. Et que fait-il là-dedans? Eh bien, ce que la communauté scientifique appelle la photobiomodulation. Et ce n'est pas un terme de biohacking, c'est un mécanisme qui est documenté dans des essais cliniques contrôlés, réalisés sur des êtres humains et publiés dans des revues spécialisées en dermatologie et en médecine laser. Le processus comporte 2 étapes. La première se produit dans les mitochondries. La lumière infrarouge proche est directement absorbée par les mitochondries des cellules du tissu. Et cela active la chaîne de transport des électrons. Et cela augmente la production d'ATP, c'est-à-dire plus d'énergie cellulaire disponible. La deuxième étape a lieu dans les fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules du tissu conjonctif, responsables de la fabrication du collagène et de l'élastine. Et ils vivent dans le derme, qui est la couche profonde de ta peau, et ce sont littéralement les ouvrières qui construisent et maintiennent sa structure. Lorsqu'elles disposent de plus d'énergie, elles produisent davantage. Et ce qu'elles produisent, c'est du collagène. Le collagène représente 90% de ton derme. C'est l'architecture de ta peau. Et cette architecture se dégrade avec le temps, et non pas parce que c'est inévitable, mais parce que les fibroblastes perdent progressivement de l'activité et produisent moins. Moins d'énergie, moins de collagène, moins de structure. C'est ce que nous appelons, en gros, cela concerne le processus de vieillissement cutané. Ce que fait l'infrarouge proche sur votre peau, c'est exactement l'inverse de ce phénomène. Il recharge efficacement les mitochondries de vos cellules, leur donne une nouvelle énergie vitale. Et les fibroblastes utilisent ensuite cette force pour produire à nouveau tout le collagène essentiel qu'ils avaient malheureusement cessé de produire avec le temps. C'est le même mécanisme que la photobiomodulation clinique utilise aujourd'hui dans les cabinets médicaux pour inverser ce processus, avec des dispositifs lumineux qui coûtent des centaines d'euros par séance. Et il existe un essai contrôlé qui le démontre chez l'être humain. Et il a été publié en février 2014 dans Photomedicine and Laser Surgery par Alexander Wunsch et Karsten Matuszka. Avec 136 participants et 2 séances par semaine pendant 15 semaines, les groupes exposés à la lumière rouge et à l'infrarouge proche ont montré des améliorations statistiquement significatives de la densité du collagène intradermique, de la rugosité de la peau et de la réduction des rides par rapport au groupe sans traitement. Et les résultats ont été mesurés par échographie du derme, qui est essentiellement la même technologie utilisée pour voir un fœtus pendant la grossesse, mais ici utilisée pour mesurer avec précision l'épaisseur et la densité du collagène. Et ils ont également été confirmés par une évaluation clinique en aveugle de photographie. C'est-à-dire, le Soleil fait cela gratuitement.
depuis des générations chaque fois que tu t'exposais à lui dans des conditions adéquates. Mais, comme l'aurait apparemment dit Léonard de Vinci, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Examinons donc ces détails. Le soleil du tout début de la matinée et celui de la toute fin de l'après-midi émet une proportion extrêmement élevée d'infrarouge proche et très faible d'ultraviolet. C'est la fenêtre de recharge sans prendre de risque. C'est elle qui active les fibroblastes, qui stimule le collagène et qui, selon les preuves disponibles, recharge la machinerie mitochondriale de tes cellules sans aucun risque de brûlure. Ces 2 petites heures de temps que tu pensais totalement inutiles et perdues sont précisément les plus essentielles et précieuses. Troisième plage, la lumière visible, c'est-à-dire le chef d'orchestre. La lumière bleue de l'aube, qui est la première lumière du jour et qui vibre à des longueurs d'onde comprises entre 450 et 490 nanomètres, entre par tes yeux et active des cellules très spécifiques dans la rétine. Ce sont les cellules ganglionnaires qui contiennent de la mélanopsine. Ces cellules ne servent pas seulement à voir, elles servent à quelque chose de bien plus important. Synchroniser ton horloge biologique. C'est cette horloge qui régule tout. Le cortisol matinal qui te donne l'énergie pour commencer la journée. La mélatonine nocturne qui rend possible le sommeil profond. La température corporelle. Le rythme de réparation cellulaire qui se produit pendant que tu dors et bien d'autres encore. Tout l'orchestre circadien a un chef d'orchestre et ce chef a besoin d'un signal chaque matin pour savoir qu'il fait jour. Ce signal, c'est la lumière du soleil du petit matin. Et une chose de plus concernant ce moment de la journée, l'exposition à la lumière du soleil dans les premières heures de la journée a des effets mesurables sur la qualité du sommeil de cette même nuit. Parce que, tu vois, ce n'est pas la durée. Ce qui compte le plus, en réalité, c'est le moment. Une étude menée par Austin Anderson de l'Université du Sud du Mississippi et publiée dans le Journal of Health Psychology en juillet 2024 a suivi 103 adultes pendant 70 jours et a constaté que ceux qui s'exposaient au soleil le matin dormaient mieux la nuit suivante, avec moins de réveil et une meilleure efficacité du sommeil. Indépendamment du temps total d'exposition au cours de la journée, une seule exposition de 10 à 15 minutes au lever du soleil, et ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie du système nerveux autonome avérée, comme je te l'ai expliqué. Cependant, il faut savoir que la lumière bleue artificielle, qui provient de tes écrans, active exactement le même récepteur biologique. Mais elle le fait malheureusement sans le bon contexte environnemental. Je te donne un exemple. La nuit, ils le font sans le reste du spectre solaire et sans la séquence naturelle de l'aube. C'est pourquoi les écrans la nuit ne font pas que déranger. Ils dérèglent littéralement le système qui coordonne la réparation cellulaire nocturne. Chaque nuit de sommeil courte ou mal obtenue est une nuit où ta peau ne se répare pas comme elle le devrait. Réfléchis-y. Et maintenant, une fois que tu y as pensé, multiplie cela par des mois ou des années de mauvaises habitudes. Cela étant expliqué, permets-moi de te donner une brève synthèse des 3 actes du soleil. Le soleil du tout début de la journée, qui est principalement composé d'infrarouge proche, de plus de lumière visible et de très peu d'ultraviolet, recharge la batterie cellulaire, active la synthèse du collagène et synchronise ton horloge biologique. Il n'y a aucun risque de coup de soleil. Ensuite, il y a le soleil de midi qui est principalement composé d'ultraviolet B. Il synthétise la vitamine D qui régule la réparation de l'ADN et réduit l'inflammation. Celui-ci comporte effectivement un risque de coup de soleil si l'exposition est excessive ou si la peau n'est pas acclimatée. Et puis, il y a le soleil de fin de journée, qui est à nouveau principalement infrarouge, mais c'est celui qui régénère les tissus et prépare le système nerveux au sommeil réparateur. Et celui-ci non plus ne présente pas de risque. Pendant des décennies,
le message de santé publique a réduit le soleil à une seule variable. Le risque de cancer de la peau, c'était un peu comme décrire l'eau en disant uniquement que l'on peut s'y noyer, ce qui est techniquement vrai, mais bien sûr, biologiquement incomplet jusqu'à l'absurde. Le soleil n'est pas une menace avec quelques bénéfices collatéraux, c'est un système de signaux biologiques de précision avec des bandes spécifiques, des fonctions spécifiques et des plages horaires spécifiques. Ce qui s'est passé, c'est simplement que nous avons appris, ou plutôt qu'on nous a appris à craindre l'ensemble du système à cause des effets d'une seule de ses parties, qui en plus était utilisée sans aucun critère scientifique avéré, comme je viens de te l'expliquer. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-il possible que, pendant 40 ans, le discours officiel ait été exactement le contraire de la réalité? Et pour répondre à cela, j'ai besoin de te raconter une histoire. Une histoire avec une chronologie très précise et des conséquences biologiques très réelles pour ta peau et pour l'âge de tes cellules. En 1903, un médecin danois nommé Niels Finsen a reçu le prix Nobel de médecine. C'était le 3e prix Nobel de médecine de l'histoire. Et il ne l'a pas reçu pour avoir découvert un médicament ni pour avoir développé un vaccin. Il l'a reçu pour avoir démontré que la lumière concentrée du soleil, pouvait traiter avec succès des maladies que la médecine de l'époque ne savait pas comment résoudre. Parmi elles, par exemple, le lupus vulgaris, une forme dévastatrice de tuberculose cutanée qui défigurait le visage de ses patients. Autrement dit, les prix Nobel reconnaissaient officiellement la lumière comme une médecine, et cela était fait par l'institution scientifique la plus prestigieuse du monde déjà à l'époque. 2 ans plus tard, en 1905, Robert Koch reçut également le prix Nobel, et il l'obtint pour avoir découvert le bacille de la tuberculose. Mais il y avait quelque chose que Koch découvrit et que Finsen avait déjà démontré auparavant. L'exposition directe à la lumière du soleil était mortelle pour ce bacille. Le soleil, donc, n'était pas seulement un médicament. Dans ce cas, il jouait aussi le rôle d'antibiotique naturel. Et en 1928, Adolf Windaus reçut également le prix Nobel de chimie, cette fois pour avoir décrit les mécanismes par lesquels la lumière du soleil transforme des composés de la peau en vitamine D active, ce que je viens de t'expliquer. Et pendant ce temps, dans les Alpes suisses, un médecin nommé Auguste Gaulier construisait depuis des décennies quelque chose d'inédit. En 1903, il ouvrit sa première clinique solaire à Leysin, à 1400 mètres d'altitude. Ensuite, il en ouvrit une autre, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à diriger 36 cliniques avec plus de 1000 lits au total. Ces patients étaient nombreux, beaucoup d'entre eux considérés comme des cas sans solution par la médecine conventionnelle, et ils venaient dans ces cliniques pour se rétablir en suivant un protocole qui, aujourd'hui, semblerait radical. Exposition solaire progressive, air frais de la montagne et alimentation équilibrée. Sur ce point, les chiffres en plus, ils sont documentés et vérifiables. Après la Première Guerre mondiale, 1746 des 2167 patients traités par Gaulier ont retrouvé la santé. Voilà. Ce ne sont pas des estimations, ce sont des dossiers cliniques vérifiés. En 1933, il y avait plus de 165 maladies qui étaient traitées avec succès en Europe grâce à l'héliothérapie, c'est-à-dire en prenant le soleil. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et ce n'est pas une découverte scientifique qui a enterré l'héliothérapie. C'était la pénicilline. Et ensuite, toute la génération d'antibiotiques et de médicaments qui est arrivée à partir des années 40 et 50. Que s'est-il passé? Eh bien, la médecine pharmacologique était plus rapide, plus standardisable et plus évolutive.
Elle pouvait atteindre des milliers de personnes et les sanatoriums solaires ne pouvaient pas rivaliser avec cela à l'échelle industrielle. Auguste Joliet est mort en 1954 et, avec lui, l'héliothérapie institutionnelle a disparu. Mais elle n'a pas disparu parce qu'elle avait échoué. Elle a disparu parce que le modèle économique de la médecine avait simplement changé. Et ceci, jusqu'ici, c'est de l'histoire. Ce qui vient maintenant, c'est là où l'histoire devient ton histoire personnelle. C'est au cours de l'année 1978 que la FDA américaine a officiellement accordé son approbation pour le tout premier système de classification SPF destiné aux produits de protection solaire. C'était un système raisonnable à l'origine, une façon de mesurer combien de temps supplémentaire quelqu'un pouvait s'exposer au soleil avant de brûler avec un produit qu'il avait appliqué. Mais le marché, silencieusement et face à cette information, a détecté une opportunité. Cet effet était clairement perceptible dans les années 80 et 90. Le récit. La situation a rapidement évolué et le message n'était plus « ne vous faites pas brûler », mais « le soleil est dangereux ». L'équation soleil-cancer de la peau s'est imposée dans la médecine de masse, et ce, avec une rapidité et une uniformité que peu de discours sur la santé ont réussi à égaler. Le marché des photoprotecteurs, qui était marginal avant les années 70, a connu une croissance telle qu'il est devenu une industrie mondiale pesant des milliards de dollars. Et voici le paradoxe que l'épidémiologie n'a pas pu ignorer. Au cours des décennies suivantes, à mesure que l'utilisation des photoprotecteurs augmentait et que l'évitement du soleil se généralisait, les cas de mélanome n'ont pas diminué. Bien au contraire, ils ont augmenté. Et cela, ce que je te dis, ne prouve pas que les filtres solaires causent le mélanome, mais cela oblige à poser des questions gênantes sur un récit qui promettait une protection et qui pourtant n'a pas tenu ses promesses, ou du moins pas avec la clarté attendue. Et alors, il est arrivé quelque chose que personne n'imaginait. Et cela est venu de l'intérieur du système, depuis l'une des universités médicales les plus respectées d'Europe. En 1990, des chercheurs de l'université Karolinska de Stockholm, qui est, soit dit en passant, le même centre qui décerne le prix Nobel de médecine, ont, dans le cadre d'une étude conjointe avec l'université de Lund, commencé à suivre près de 30 000 femmes suédoises, et ce, pendant 20 ans. L'étude s'appelle EMIS, Melanoma in Southern Sweden, et son objectif initial était d'étudier le risque de mélanome, mais ce qu'ils ont découvert était tout autre chose, quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Les femmes qui évitaient systématiquement le soleil avaient une mortalité, toutes causes confondues, environ 2 fois supérieure à celle des femmes ayant la plus grande exposition solaire. Le double. Après ajustement pour l'âge, le tabagisme, le niveau d'éducation, les maladies antérieures et des dizaines d'autres variables de confusion, les auteurs eux-mêmes ont écrit dans leur conclusion « Merci ». Et cela a été publié dans le Journal of Internal Medicine en 2014, indiquant que suivre les recommandations d'éviter le soleil dans les pays à faible intensité solaire, et surtout si ces recommandations sont très restrictives, pourrait être préjudiciable à la santé. Et ce n'est pas un naturopathe qui l'a dit, ni un youtubeur spécialisé en biohacking, ce sont les dermatologues du Karolinska qui l'ont affirmé. Et voilà. Prends note d'un point qui découle des résultats de l'étude et qui est important. Éviter le soleil n'est pas une décision neutre. Cela a un coût biologique, documenté et mesuré sur une cohorte de 29 000 personnes pendant 2 décennies. Et ce coût est bien plus élevé que ce qu'on t'avait dit. Mais en plus de scanaliser l'étude, il s'est passé autre chose, également de manière documentée et sans équivoque, et peut-être bien plus important encore.
Des populations entières ont cessé de recevoir l'énergie solaire dont leur biologie avait besoin, et le résultat s'est concrétisé en quelque chose de très basique et très grave, un déficit systémique en vitamine D. Une méta-analyse publiée dans Frontiers in Nutrition en mars 2023, avec des données portant sur 7,9 millions de participants à des études sur 22 ans, a révélé que près de la moitié de la population mondiale présente des niveaux de vitamine D inférieurs au seuil considéré comme suffisant. Et ce n'est pas une région, ce n'est pas un pays ou un continent, non, la moitié des êtres humains vivants que nous sommes sur cette planète. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit précédemment. La vitamine D ne régule pas seulement le calcium, elle régule plus de 2000 gènes dans ton corps et a des effets documentés sur la synthèse du collagène, la réparation de l'ADN, la réponse inflammatoire et la vitesse du vieillissement cellulaire. Et tu verras, le déficit en vitamine D n'est pas un problème qui peut se résoudre uniquement par la supplémentation. Et sur ce point, je ne peux pas être simpliste en l'analysant avec toi, car ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement la molécule, c'est tout le système de signaux que le Soleil active en parallèle. Et cette situation est due à un problème de photoprotection mal appliqué pendant des décennies. Et en plus, faite de manière intéressée. La réalité vérifiable aujourd'hui, c'est qu'éviter le Soleil a engendré un coût biologique pour l'humanité, comme si le Soleil était un ennemi, alors qu'en réalité, c'est un médicament. Mais bien sûr, l'humanité, tu peux voir ce terme comme quelque chose de flou. Maintenant, demande-toi ceci, qu'est-ce que cela signifie? En termes concrets, pour ta peau et pour l'âge de tes cellules. Et c'est très facile à expliquer et aussi à comprendre. Cela signifie que chaque année de déficit en vitamine D que tu subis est une année durant laquelle ton derme synthétise moins de collagène qu'il n'aurait pu en synthétiser. C'est une année où ton ADN cellulaire se répare avec moins d'efficacité. Et c'est une année où l'inflammation de bas grade qui accélère le vieillissement rencontre moins de résistance. Et ce que je te dis là, ce n'est vraiment pas de l'alarmisme, c'est de la biochimie pure et simple. Ce qu'on t'a volé, ce n'est pas seulement le plaisir de prendre le soleil tranquillement. En réalité, ce qu'on t'a volé et qu'on continue de te voler chaque jour, c'est le protocole anti-âge le plus ancien et le plus sophistiqué que ta biologie connaisse. Et ici, une chose importante, on te l'a probablement volé avec de bonnes intentions, ce qui est d'ailleurs encore plus déconcertant. Mais il y a une question que tu es probablement déjà en train de te poser à ce stade. Si tout cela est vrai, pourquoi tant de médecins continuent-ils à recommander un SPF 50 pour tout et à tout moment? Pourquoi le discours n'a-t-il pas changé? Et la réponse à cette question, c'est que les choses sont bel et bien en train de changer, lentement, avec la résistance habituelle d'un système établi, mais oui, elle change. Mais tu ne dois pas attendre que le paradigme change pour faire les changements qui affectent ta biologie, car le temps que tu perds ne revient pas. Et c'est ici que voici la partie la plus intéressante. Car tandis que la médecine occidentale construisait ce récit du soleil comme une menace, il y a cependant eu des populations qui ne l'ont jamais adopté. Des cultures méditerranéennes et des cultures ancrées dans l'histoire qui ont continué à utiliser le soleil, exactement comme Gaulier l'utilisait dans ses cliniques, sans le savoir et sans le nommer. Protocole. Simplement parce que c'était ce qu'ils avaient toujours fait, et maintenant les résultats peuvent se lire dans leur biologie. Tu vois, il y a quelque chose que les habitants de Sardaigne, d'Icaria et des populations rurales méditerranéennes ont en commun, qui n'a rien à voir avec leur alimentation. Ils vivent au soleil et pas de façon imprudente, pas avec des brûlures chroniques ni par négligence, mais avec familiarité. Tranquille, comme quelqu'un qui a vécu avec quelque chose toute sa vie et sait exactement comment le gérer. C'est comme un agriculteur qui connaît sa terre ou comme un marin qui connaît la mer. Ils n'ont pas une relation de peur avec le soleil, ils ont une relation d'usage et de familiarité.
Et cette différence, qui peut sembler culturelle ou même triviale, a des conséquences biologiques mesurables, que la science essaie d'expliquer depuis des décennies sans vraiment vouloir regarder dans la bonne direction. Mais pour que tu puisses comprendre pourquoi ces populations vieillissent différemment, j'ai besoin de te ramener bien plus loin en arrière. Et pas seulement quelques décennies, je te parle de siècles, parce que la médecine solaire n'est pas une idée nouvelle. Je te parle de l'une des pratiques médicales les plus anciennes et les mieux documentées. Dans l'Égypte antique, les papyrus médicaux décrivent l'utilisation thérapeutique du soleil pour les maladies de la peau, et en Grèce, dans la Grèce classique, Hippocrate, qui a vécu environ 400 ans avant la naissance du Christ et qui est considéré comme le père de la médecine occidentale, recommandait déjà l'exposition au soleil comme partie du traitement de nombreuses maladies. Et à Rome, les architectes concevaient les thermes et les espaces publics de façon à maximiser l'entrée du soleil. Et ce n'était pas pour l'esthétique, mais pour la santé. Et tu verras, l'exemple le plus puissant est celui de Vitruve, qui fut l'architecte romain le plus influent du 1er siècle avant J.C. Dans ses 10 livres d'architecture, il a écrit que les bâtiments devaient être bien fermés du côté nord et que la partie principale devait être orientée vers le sud, qui est le côté le plus chaud. Et les thermes de Caracalla en sont l'exemple le plus concret. Les salles chaudes des thermes étaient situées le long du mur orienté au sud-ouest et disposaient de grandes fenêtres vitrées pour permettre une entrée maximale de la lumière du soleil. Et tu verras comment les activités de bain, elles avaient principalement lieu à midi et l'après-midi. Cette orientation sud-ouest était cruciale, car la lumière du soleil entrait par les fenêtres, frappait les murs, les sols en pierre qui servaient de masse thermique, et la chaleur se diffusait lentement vers le haut, réchauffant l'air. Pendant plus de 2000 ans, le soleil a été un remède, et pas un remède alternatif ou complémentaire. C'était un remède principal, reconnu, pratiqué et documenté. Et curieusement, l'interruption de cette relation est récente. Elle n'a que 40 ans et je pense qu'elle ne peut être considérée que comme une anomalie historique et non comme une évolution. Mais laisse-moi revenir maintenant aux populations qui n'ont jamais adopté cette interruption. Le cas de la Sardaigne est particulièrement pertinent car il s'agit de l'un des plus étudiés en termes de longévité et il est ancré en Méditerranée, pas dans le Pacifique. Ses habitants âgés, dont beaucoup sont bergers et agriculteurs, ont passé des décennies à travailler en plein air, exposés quotidiennement et constamment au soleil depuis l'enfance, et leur peau raconte cette histoire, elle est tannée, oui, elle porte les marques du temps et du soleil. Mais ce que les études sur la longévité constatent chez ces individus, ce n'est pas une peau prématurément vieillie, c'est une biologie qui a maintenu des marqueurs inflammatoires bas, des systèmes immunitaires qui fonctionnent avec une efficacité inhabituelle pour leur âge, et une densité osseuse et musculaire qui défie ce que l'on attend de personnes de 80 ou 90 ans, et ce n'est pas de la magie génétique. Et ce n'est rien qui y ressemble non plus. Non, c'est le résultat accumulé de décennies de bons choix biologiques. Et le soleil en fait partie. Mais il y a aussi une histoire de la médecine que tu connais déjà, mais que tu n'avais peut-être pas envisagée sous cet angle. Golière, dans ses cliniques des Alpes, n'a rien fait de révolutionnaire sur le plan conceptuel. Ce qu'il a fait différemment, c'était de systématiser et de mesurer quelque chose que les populations méditerranéennes faisaient instinctivement depuis des siècles. Lui, en revanche, l'a documenté avec une rigueur scientifique et clinique, il a mesuré et publié ses résultats, et les résultats étaient suffisamment clairs pour obtenir le soutien de 2 prix Nobel en 25 ans. Ce que Goliad a compris et ce que les populations méditerranéennes pratiquaient sans le savoir, c'est que la relation avec le soleil n'est pas binaire. Autrement dit, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas se brûler ou se cacher. C'est, et cela doit être, une relation graduée et intelligente qui doit se construire petit à petit. En résumé, il faut commencer doucement, laisser la peau s'adapter, respecter les horaires et surtout connaître son propre corps.
Il existe un concept qui, dans ces cultures, n'a pas besoin de nom, car il fait partie de leur vie quotidienne, mais qu'en biologie, on appelle acclimatation. Lorsque l'exposition au soleil est progressive, la mélanine, qui est le pigment donnant sa couleur à ta peau, s'active comme un système de protection naturelle et ne le fait pas d'un seul coup. C'est quelque chose de progressif. Peu à peu, elle construit un bouclier biologique qui se renforce à chaque exposition modérée. Et une peau acclimatée n'est pas une peau abîmée, c'est une peau entraînée, une peau qui a appris à utiliser le soleil au lieu de le subir. Le berger sarde de 80 ans, qui a vécu toute sa vie au soleil, n'a pas la peau d'un touriste qui s'est brûlé lors de sa première semaine de vacances. Et c'est le meilleur exemple de deux relations complètement différentes avec une même source d'énergie. Et il y a autre chose. Le coup de soleil n'est pas un signe que le soleil est dangereux. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est simplement un signe que l'exposition a été trop rapide par rapport au niveau d'acclimatation de ta peau. C'est une erreur de dosage, ce n'est pas une faute du soleil. C'est exactement la même chose qui se passe avec l'eau. L'eau est nécessaire pour vivre, personne ne le conteste. Mais si tu bois 5 litres d'eau en 1 heure, tu peux en mourir. Cela s'appelle l'hyponatrémie et c'est documenté. Et cela signifie-t-il que l'eau est dangereuse? Non, cela signifie que tu t'es trompé sur la dose. Eh bien, le soleil fonctionne de la même manière. La brûlure n'est pas un signe que le soleil est dangereux. C'est un signe que l'exposition a été trop rapide pour le niveau d'acclimatation de ta peau. C'était une erreur de dosage, pas une faute du soleil. Et c'est ce fil qui relie Finchamp à Gaulier, au berger de Sardaigne et à ta biologie. Et c'est très simple. Aucun d'eux n'avait peur du soleil. Finsen l'étudiait avec la fascination de celui qui reconnaît un outil extraordinaire. Le Gaulier le prescrivait avec la précision d'un pharmacien. Et le berger méditerranéen l'utilisait avec la simplicité de celui qui ne connaît pas d'autre façon de vivre. La peur du soleil n'est qu'un phénomène moderne. Et sa date de naissance approximative est celle dont je vous ai parlé, Finale. Il date des années 70 et possède des parents identifiables, une industrie, un récit et un système de classification absurde. Cela utilise des nombres de plus en plus élevés. Et le plus grave, c'est que tout cela ne vous laisse pas indifférent. Cela a un coût biologique et maintenant, au moins, vous le savez. Mais savoir tout cela ne suffit pas. Maintenant, je pense que nous devons être plus concrets. Savoir que le soleil est un remède extraordinaire ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un qui l'utilise correctement. Pour cela, il te faut quelque chose de plus précis, il te faut un protocole, pas une liste de recommandations génériques, un protocole réel avec une logique biophysique derrière chaque étape. Et c'est exactement ce qui va suivre maintenant. Parce que la question importante n'est pas de savoir si le soleil est bon ou mauvais. Cette question a déjà été résolue et la question qui compte maintenant est de savoir comment l'utiliser exactement pour qu'il agisse en faveur de ta biologie. Quand? Combien? Dans quel ordre? Et comment préparer ton corps pour que chaque minute d'exposition au soleil soit la plus bénéfique possible? Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a un seul objectif pratique, que tu sortes de cette vidéo en sachant exactement quoi faire. Pas avec une liste de conseils génériques, mais avec une logique biophysique que tu pourras appliquer dès demain matin et qui aura du sens pour toi, même si tu n'as pas étudié la médecine. Le protocole comporte 4 leviers. Chacun agit sur un mécanisme différent et ensemble, ils forment quelque chose qu'aucune crème, aucun complément et aucun traitement ne pourra jamais espérer reproduire fidèlement. Une relation active, profonde et intelligente avec la source d'énergie naturelle et fondamentale la plus ancienne de votre propre biologie. Premier levier essentiel, s'exposer au soleil du tout début de la journée, qui constitue le véritable chargeur biologique indispensable pour votre corps. Avant que le soleil ne soit haut, avant qu'il ne tape fort, il y a une fenêtre que la plupart des gens laissent passer sans savoir ce qu'ils perdent.
Dans cette première heure après le lever du soleil, le spectre solaire est dominé par l'infrarouge proche et la lumière visible. Les ultraviolets B sont pratiquement inexistants et il est impossible de se brûler. Et pourtant, c'est la fenêtre pendant laquelle se produisent deux choses d'une énorme importance pour ton âge biologique. La première, la lumière visible de l'aube entre par tes yeux et elle active les cellules ganglionnaires de la rétine qui contiennent de la mélanopsine. Cela synchronise ton horloge circadienne et cette horloge décide quand tu produis du cortisol, quand tu produis de la mélatonine et quand ton système immunitaire passe en mode réparation. Une synchronisation correcte. Chaque matin se traduit par un sommeil plus profond cette nuit-là et chaque nuit de sommeil profond. C'est une nuit où ta peau se répare, tes cellules se régénèrent et ta biologie ralentit le vieillissement. La deuxième, l'infrarouge proche pénètre de 2 à 5 cm, voire plus, sous ta peau et active les mécanismes de photobiomodulation que nous avons vus précédemment. Synthèse de collagène, réduction de marqueurs inflammatoires, régénération du tissu dermique, les mêmes effets que la médecine esthétique. Elle applique et facture des centaines d'euros pour reproduire cela avec des dispositifs lumineux en une seule séance. Consultation. La solution est simple, 10 à 20 minutes au soleil du petit matin sans lunettes de soleil, car vous avez besoin de lumière pour que vos yeux se synchronisent avec votre horloge biologique. Et ce, sans crème solaire, car le filtre bloque précisément les fréquences dont vous avez besoin lorsque votre visage, votre cou et vos bras sont exposés. Et voilà, c'est tout. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'être sur une plage, ni même d'être en vacances. La seule chose dont tu as besoin, c'est de sortir dans la rue quelques minutes plus tôt que d'habitude. Et cela nous amène au deuxième levier, la fenêtre ultraviolette ou la synthèse de la vitamine D. Entre 10 heures du matin et 15 heures, sous des latitudes moyennes en été, le soleil est suffisamment haut pour que les ultraviolets B traversent l'atmosphère et atteignent ta peau en quantité suffisante pour synthétiser de la vitamine D. C'est la fenêtre qu'on t'a appris à éviter. Et c'est la plus précieuse en termes de production de vitamine D active. Combien de temps en as-tu besoin? Moins que tu ne le penses. Tu vois, cela dépend de ton phototype, c'est-à-dire de la couleur de ta peau et de ton niveau actuel de vitamine D. Mais pour la plupart des personnes ayant un phototype moyen, entre 15 et 30 minutes d'exposition du visage, des bras et des jambes pendant cette fenêtre, 3 ou 4 fois par semaine en été, suffisent pour maintenir des niveaux optimaux. Et la nuance critique ici est la suivante. La synthèse de la vitamine D se sature. C'est-à-dire qu'une fois que ta peau a produit la quantité qu'elle peut traiter lors de cette séance, rester plus longtemps au soleil ne produit pas plus de vitamine D, cela augmente seulement le risque de coup de soleil. Et donc, la logique n'est pas de rester des heures au soleil, mais de s'exposer le temps nécessaire puis de se retirer. Et c'est là qu'intervient l'acclimatation, qui est la deuxième partie de ce levier. La peau ne devrait pas passer de 0. Exposition solaire en hiver à 3 heures sur la plage. En août, c'est une erreur de dosage de ta part et non une activité estivale. Le protocole correct consiste à commencer par 10 minutes, à augmenter de 5 minutes tous les 2 ou 3 jours et à laisser la mélanine s'activer progressivement comme le bouclier naturel qu'elle est. Une peau acclimatée peut supporter des expositions beaucoup plus longues sans dommage, alors qu'une peau non acclimatée se brûle en 20 minutes. Et là, comme tu peux le comprendre, la différence ne vient pas du soleil, mais de la préparation que tu donnes à ta peau. Troisième levier, préparer la peau de l'intérieur. La nutrition solaire. Et c'est le levier le plus contre-intuitif et le plus puissant. La résistance de ta peau au soleil ne dépend pas principalement de ce que tu appliques dessus, elle dépend surtout de ce que tu manges, c'est-à-dire de la composition de tes membranes cellulaires et du niveau d'antioxydants accumulés dans ton derme. Cela repose sur 3 mécanismes concrets. Le premier, ce sont les caroténoïdes. Et ici, pour que tu comprennes bien, je vais t'expliquer cela plus en détail. Il existe une famille de pigments naturels appelés caroténoïdes
que les plantes et certains organismes marins produisent pour se protéger de la radiation solaire. Le bêta-carotène est celui qui donne la couleur orange aux carottes. Le lycopène est celui qui rend les tomates rouges. Et l'astaxanthine est le pigment qui colore en rose le saumon et les crustacés, autrement dit. Lorsque tu consommes du bêta-carotène, du lycopène et surtout de l'astaxanthine, ces pigments se déposent littéralement dans ta peau. Et une fois là, ils agissent comme un réseau de protection interne, capturant les radicaux libres que les ultraviolets génèrent dans les tissus avant qu'ils ne puissent endommager l'ADN cellulaire. Ils ne bloquent pas le soleil, n'empêchent pas la synthèse de la vitamine D, ils atténuent simplement les dommages oxydatifs. Et cela, c'est en fait une protection solaire de l'intérieur. Plus précisément, des essais cliniques contrôlés par placebo le confirment chez l'humain. L'étude la plus citée est un essai randomisé en double aveugle publié dans la revue Nutrient en 2018. 23 participants en bonne santé ont pris 4 mg d'astaxanthine par jour pendant 9 semaines. Et à la fin de l'étude, leur peau avait besoin de davantage de rayonnement ultraviolet pour produire un érythème. En termes de techniquement, leur dose minimale d'érythème avait augmenté et, en pratique, leur peau était plus résistante au soleil de l'intérieur. Et ce, sans bloquer la vitamine D, sans interférer avec l'oxyde nitrique, sans annuler aucun des mécanismes que nous avons observés. Une méta-analyse ultérieure, regroupant 11 études contrôlées chez l'humain, a également confirmé des améliorations significatives de l'élasticité et de l'hydratation de la peau dans les groupes supplémentés par rapport au placebo. Et c'est ce que fait l'astaxanthine. C'est un écran solaire. C'est une adaptation biologique que ta peau peut emprunter au saumon. Parce que, tu vois, les sources alimentaires sont accessibles. Carottes, tomates, cuites, pastèques, saumon sauvage et crustacés. Le deuxième, ce sont les acides gras saturés. Les membranes cellulaires de la peau, qui sont construites avec des acides gras saturés stables, c'est-à-dire le beurre, l'huile de coco et la graisse animale de qualité, ont une plus grande capacité à résister au stress oxydatif des ultraviolets que les membranes construites avec des acides gras polyinsaturés industriels. Les huiles végétales raffinées de graines, comme le tournesol, le soja ou le maïs, s'oxydent facilement à l'intérieur de la cellule lorsque la peau est exposée aux ultraviolets, et par conséquent, une peau qui se nourrit bien au sens littéral du terme met plus de temps à brûler. Et cela, c'est de la physique des membranes. Le troisième point, c'est le cercle vertueux de la vitamine D. Plus ton taux de vitamine D est élevé avant l'exposition au soleil, plus ta capacité à la synthétiser efficacement est grande, et moins tu es sensible aux dommages causés par les ultraviolets. Je te parle d'un système de rétroaction positive. Le soleil, bien géré pendant des mois, rend la peau progressivement plus résistante au soleil. Un hiver passé à éviter totalement le soleil brise ce cercle et t'oblige à recommencer à zéro chaque printemps. Quatrième levier, le soleil de fin de journée qui est le régénérateur. À la fin de la journée, lorsque le soleil est à nouveau bas sur l'horizon, le spectre est de nouveau dominé par l'infrarouge proche. Et c'est la même fréquence que celle du soleil du tout début de la journée. Les mêmes mécanismes de photobiomodulation. La même activation du collagène sans UV, sans ultraviolet et sans risque. Mais cette fenêtre a une fonction supplémentaire que celle du matin n'a pas. La lumière chaude du coucher du soleil, avec sa température de couleur très différente de la lumière bleue de midi et des écrans, indique à ton système nerveux que la journée touche à sa fin, qu'il est temps de faire baisser le cortisol, de préparer la mélatonine et de passer en mode réparation. 20 minutes au soleil du soir. C'est un régulateur du système nerveux autonome, aussi efficace que n'importe quelle technique de relaxation que tu pourrais pratiquer en intérieur. Et c'est gratuit. Ce qui m'amène à faire une remarque transparente sur les écrans solaires. Le protocole que tu viens de voir ou d'entendre ne dit pas que les écrans solaires sont l'ennemi, il dit qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de les utiliser. Sans filtre lors des premières heures, cela bloque les fréquences dont tu as besoin sans filtre lors d'expositions courtes et contrôlées à midi.
pour la synthèse de la vitamine D et avec un filtre physique, c'est-à-dire à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane dans les formulations. Pas de nano si l'exposition va être prolongée pendant les heures centrales avec une peau non acclimatée. Les vêtements et l'ombre sont toujours la première ligne de défense. La crème doit être le dernier recours, jamais le premier. Et la peau doit être préparée de l'intérieur avec des caroténoïdes, des acides gras appropriés et un taux basal adéquat de vitamine D. Elle a besoin de beaucoup moins de crème que la peau qui arrive à l'été sans aucun travail préalable. Et il y a un moment à la fin d'une journée bien vécue au soleil où quelque chose s'installe. C'est une clarté que tu perçois parfaitement, c'est un calme qui n'est pas non plus de la fatigue. Et c'est ta biologie qui reconnaît qu'elle a reçu ce dont elle avait besoin, ni plus ni moins. Et maintenant, après tout ce parcours, permets-moi d'essayer de t'emmener un instant à cette journée typique à la plage, quand tu rentres et que tu te regardes dans le miroir. La fatigue physique que tu ressentais n'était pas de l'épuisement. La clarté mentale de l'après-midi que tu ressentais aussi, ou le sommeil profond que tu as pu avoir cette nuit-là, ou le visage avec lequel tu t'es réveillé le lendemain, tout cela, maintenant, après ce que je t'ai raconté, tu sais exactement ce qui l'a provoqué. Et réfléchis-y calmement. Ce n'était pas du repos, c'était de la recharge. Le soleil du petit matin a synchronisé ton horloge circadienne et, cette nuit-là, ton système nerveux a su exactement quand produire de la mélatonine et ta peau a eu les heures de sommeil profond dont elle avait besoin pour se réparer. L'infrarouge proche du matin, merci, et celui du soir a activé tes fibroblastes dermiques et stimulé la synthèse du collagène qui soutient l'architecture de ta peau. La lumière ultraviolette de midi, si vous y étiez exposé pendant la durée adéquate, synthétisait la vitamine D, qui régule l'inflammation de bas grade, répare votre ADN cellulaire et ralentit les mécanismes moléculaires du vieillissement. Le sentiment. Ce que vous pouviez voir sur votre visage ce jour-là avait, le lendemain, une cause physique précise. Et ce n'était pas de la chance. C'était la biologie qui fonctionnait exactement comme elle était censée le faire. Et maintenant vient la partie que je tiens le plus à ce que tu retiennes de cette vidéo. Cette journée à la plage que je t'ai fait remémorer ne doit pas être une exception. Elle ne doit pas arriver une fois par an pendant les vacances, comme une dose de quelque chose que tu évites pendant 12 mois. Cela peut devenir quelque chose d'ordinaire, faire partie de ta vie quotidienne, un protocole que tu appliques chaque jour avec la même simplicité que le berger sarde qui sort dans ses champs. Chaque matin, sans l'appeler un protocole, 10 minutes à l'aube sans filtre et sans lunettes. La fenêtre de midi, 3 ou 4 fois par semaine. Le temps juste, 20 minutes au coucher du soleil quand tu peux, et la peau préparée depuis la table et non depuis le flacon. C'est tout. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas une discipline difficile. C'est simplement arrêter d'éviter ce que ta biologie utilise depuis 4 milliards d'années pour fonctionner. Et maintenant, permets-moi un moment de clarification avant de conclure. Rien de ce que je t'ai raconté aujourd'hui ne nie que l'excès de soleil est nocif. Un coup de soleil est un vrai dommage, une exposition chronique sans acclimatation et sans les bons nutriments. Cela a de réelles conséquences. Le mélanome existe et c'est sérieux. Ce que l'on nie, avec des preuves historiques, avec 2 prix Nobel et avec des dizaines de... Les essais cliniques montrent que la solution à ces risques serait la peur totale, l'évitement systématique, le SPF 50 à toute heure, comme première et unique réponse. Et cette solution a un coût biologique que tu connais désormais, et ce coût se paie en collagène non synthétisé, en vitamine D non produite, en horloge circadienne désynchronisée, et en une inflammation de bas grade qui ne rencontre aucune résistance. Ce coût se paie en années, sur ton visage, dans ton énergie et dans ton âge. Cellulaire. Niels Finsen a reçu son prix Nobel alors qu'il était malade. Il souffrait d'une maladie métabolique qui lui causait faiblesse et fatigue chronique, et il a lui-même raconté qu'il avait commencé à étudier la lumière parce qu'il avait remarqué que le soleil le faisait se sentir mieux. Regarde comme c'est curieux, c'était un médecin qui s'est guéri lui-même et, après l'avoir expérimenté, il l'a enseigné au monde.
Et Auguste Gaulier est mort à 80 ans à Leysin, entouré de montagnes et du soleil alpin. Il avait passé 50 ans à démontrer que le médicament le plus puissant ne nécessitait pas d'ordonnance. Et le berger de Sardaigne, qui travaille ses champs chaque matin depuis qu'il s'en souvient, ne sait rien de la photobiomodulation, ni de la mélanopsine, ni de l'infrarouge proche. Mais sa biologie, elle, le sait. Et la tienne aussi le sait. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. Et ceci n'est plus seulement l'histoire de Finchel ou de Gaulier. En août 2024, le Journal of Investigative Dermatology, la revue scientifique de référence en dermatologie au niveau mondial, a publié une analyse signée par Richard Weller de l'Université d'Édimbourg intitulée Sunlight Time for a Rethink. Et l'argument central était le suivant. Pendant 40 ans, les recommandations de santé publique ont construit leur discours autour du risque de cancer de la peau, en ignorant que les preuves épidémiologiques sur la mortalité totale allaient dans la direction opposée. Les rayons ultraviolets sont un cancérogène cutané, c'est vrai, mais aucune étude ne relie l'exposition modérée au soleil à une augmentation de la mortalité totale, bien au contraire. Et les choses sont en train de changer, mais comme je te le disais tout à l'heure, toi, non. Tu dois attendre que le paradigme change enfin un jour. Ta biologie ne peut pas se permettre ce luxe. Le Soleil nourrit la vie sur cette planète depuis 4 milliards d'années. Il ne l'a pas appris hier. Et ta peur du Soleil, elle, est récente, mais elle doit avoir une date de péremption. Et je te la propose aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons aller encore plus loin. Allons-y. Nous allons parler directement de ta peau et de ce qui se passe dans le derme lorsque le collagène se dégrade, du pourquoi. Les rides ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi un signal biologique et de comment la lumière, le mouvement et la nutrition peuvent inverser des processus que tu croyais irréversibles. Ce qui arrive, c'est la vidéo qui m'a coûté le plus à écrire de toute cette série. Parce que la science qui se cache derrière est extraordinaire et presque personne ne la connaît. Je t'attends. Et comme je te le dis toujours, vas-y, toujours de l'avant. Je te lis dans les commentaires.